Madame la chef de cabinet, messieurs les conseillers et directeurs nationaux, messieurs les directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur public, messieurs, mesdames les cadres du ministère, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, et c'est avec plaisir que je me retrouve parmi vous pour discuter du ministère, en tout cas des engagements que le ministère de l'enseignement supérieur a pris en début d'année 2016. Tout le monde critique aujourd'hui le système éducatif. Et je crois que le premier magistrat du pays a bien résumé en disant que le système éducatif guinéen est malade. Effectivement, il est très malade, mais ça ne remonte pas de maintenant. Il y a des décennies que le système a commencé à entamer sa pente descendante en termes de qualité de la formation. Et notre mission aujourd'hui, c'est de relever ce défi, de faire en sorte que nous fournissons, nous donnons à nos enfants, à tous ceux qui vont à l'école, une formation de qualité pour être aptes à affronter les réalités de la vie. Donc en termes d'état des lieux, il y a la question de la gouvernance. On en a très souvent parlé, qui est l'un des problèmes auxquels nous faisons face. Il y a la question des infrastructures. Je pense qu'aujourd'hui en Guinée, il est très difficile de voir une université pour laquelle on peut être fier. Quand vous visitez nos universités, les bâtiments ne font pas vraiment plaisir pour notre pays. Et donc nous voulons changer cela. Il y a aussi les équipements. Vous allez dans les laboratoires. D'ailleurs, si nous n'avons pas orienté cette année en médecine, qui est un domaine très sérieux, c'est parce que justement, nous n'avons ni équipement, ni laboratoire pour que les étudiants puissent exercer convenablement les travaux pratiques. Il y a également la gestion même des finances dans le secteur de l'éducation. Et nous allons y remédier puisque nous avons commencé les réformes sur la gouvernance financière du système. Et il y a enfin, le plus important, les conditions de travail et de vie des enseignants. Et j'ajoute à cela la formation même de ces enseignants, la formation des formateurs. C'est le point nodal sur lequel nous voulons travailler. Parce que aujourd'hui, vous entendez beaucoup de gens, quand vous leur demandez s'ils travaillent, ils vous diront non, mais ils répondent en même temps, pour le moment, j'enseigne quelque part. Donc le métier est dévalorisé. Et nous devons revaloriser le métier d'enseignant, qui est le métier le plus noble. Parce que celui qui transmet le savoir, c'est celui-là qu'il faut respecter. Dans notre tradition, c'est le cas. Quand vous rentrez à l'école coranique, vous voyez toute l'attention que nos parents donnent aux enseignants dans ce domaine-là, à la maison, puisque nous avons tous été enseignés à la maison. Donc pour faire face à cette situation, nous avons défini 6 axes stratégiques. Le premier, c'est améliorer la gouvernance du système et des institutions. Le deuxième, c'est améliorer l'accès et l'équité. Tout à l'heure, il parlait du pourcentage de femmes dans le système éducatif ou de filles dans l'enseignement. Et ce pourcentage reste encore très faible. Le troisième axe, c'est améliorer les compétences et la motivation du personnel. J'en parlais tout à l'heure. Renforcer le financement du système éducatif et diversifier ses sources de financement en même temps. Développer la qualité des enseignements, des apprentissages et de la recherche et promouvoir la coopération universitaire, scientifique et technique. Donc là, il y a 3 axes de réforme que nous avons entamés. Il y a la biométrisation qui va nous permettre de contrôler les effectifs, de mieux formuler les programmes pédagogiques, mais aussi de mieux contrôler la gestion financière du secteur de l'éducation. Donc, la biométrie en fait partie. L'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le secteur en fait partie. La revalorisation des enseignants
et la formation des formateurs et la restructuration de la formation en médecine. En termes d'acquis, vous savez que nous avons commencé la biométrie depuis le mois de juillet, avant les vacances d'ailleurs. Et il y a progression actuellement. Bientôt nous allons finir tout Conakry et les résultats seront publiés officiellement devant la presse et devant le public guinéen pour mesurer en fait le travail qui a été accompli et aussi les résultats auxquels nous sommes parvenus. Mais la tendance aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de fictifs dans le système. Beaucoup de fictifs dans le système. Pour le moment, c'est la tendance. Nous n'en tirons pas encore des conclusions, mais je pense que la tendance se maintient depuis plus de 3 mois maintenant. Nous avons entamé la revue et la vulgarisation des textes pour les adapter au nouveau contexte, pour que nous puissions aussi être capables de nous ouvrir au monde et bénéficier de toutes les compétences. Donc il y a des projets de décret en cours d'élaboration et aussi tel que le décret sur l'autorité d'assurance qualité dans l'éducation. Et ça c'est très important pour nous. Aujourd'hui on parle de qualité de la formation, mais il faut déjà mettre en place des normes, il faut revoir les curricula, il faut définir les référentiels. Tout ça c'est un ensemble de travail que l'autorité d'assurance qualité va faire. À titre d'exemple, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui qu'est-ce que c'est une université? C'est difficile. Nous avons une pléthore d'universités dans le pays. C'est une bonne chose, à condition que ces universités remplissent leurs fonctions, y compris les universités publiques. Mais tout cela n'est pas possible parce que les normes ne sont pas bien définies. Par exemple, ailleurs, je prends le cas du Maroc, pour être université, il faut déjà, il n'y a que 6 universités privées au Maroc, ou 5, 5 maximum. Le reste sont des universités privées. Parce que pour être une université privée, il faut avoir au moins un domaine de 5 hectares. Il faut avoir un pourcentage très significatif de professeurs qui dépendent que de l'université. Il faut avoir des infrastructures sportives, il faut avoir des bibliothèques, il faut avoir beaucoup de choses, ce qui n'est pas le cas chez nous, et même les curricula de formation aussi. Donc nous allons y remédier. En termes d'infrastructure, nous avons fait, ce n'est pas une signature définitive, mais c'est une pré-signature, si on peut le qualifier comme ça, pour la rénovation et l'extension de nos universités. Je le disais tantôt que nos universités n'ont pas la face de véritables universités. Et ça, il faut que ça change. Donc nous avons entamé les études sont en cours de finalisation pour Sonfonia, Kankan, Labé et Zérekoré. Mais nous avons aussi posé la première pierre de l'Institut Pasteur de Guinée qui va renforcer nos systèmes de recherche et également le CERFIC à côté de la faculté de médecine. Tout ça sont des centres de recherche qui sont affiliés à l'université de Conakry. Donc ce sont des départements de l'université de Conakry, mais qui nous apportent la haute technologie en matière de recherche et de formation également. Et je crois que ça a été inauguré, la pose de la première pierre a été faite par le président de la République. Nous avons équipé 2 salles informatiques de plus de 150 PC avec connexion Internet à l'Abbé, mais aussi également dans d'autres universités à l'intérieur du pays et également à Conakry. À l'Abbé, nous avons inauguré un dortoir de 550 places pour les étudiants et il y a des constructions en cours aussi bien à Gamal. Si vous allez sur le site de Gamal, il y a des constructions en cours pour des salles de classe et des laboratoires, mais aussi l'administration. Et nous en avons également à l'Abbé. Nous avons entamé, disons, il y a eu l'inauguration du laboratoire de langue à Gamal, langue allemande. Et il y a aussi également un laboratoire de langue anglaise. Et il a été installé un studio de haute qualité, en tout cas ça c'est pour les journalistes, à l'Institut supérieur de l'information et de la communication à Kuntia. Et également l'installation d'une station agrométéorologique à l'Institut supérieur d'agriculture de Farana. Et aussi l'inauguration d'amphithéâtre à Zérekoré et la rénovation partielle du ministère de l'Enseignement supérieur.
Il y en a beaucoup, hein. Je ne vais pas tout lire. Je crois que vous avez reçu les documents. Il y a également l'apprentissage et la formation qui est en cours avec le programme 1000 PhD, 5000 masters, parce que nous devons rattraper le cap. Nous manquons d'enseignants. Aujourd'hui, les enseignants de rang magistral ne représentent que 10% du corps des enseignants. Et la plupart d'entre eux ont un âge avancé. Et d'ailleurs, c'est le problème du ministère. Nous avons de très bons cadres, mais malheureusement, il n'y a pas eu de relève. Et ceux qui sont là sont à un âge assez avancé. Donc nous devons rattraper ce retard-là. Nous avons aussi adhéré au réseau qu'on appelle WACREN. C'est le réseau pour l'éducation nationale, pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui va nous permettre de booster l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans le système éducatif. Nous avons mis en place un plan stratégique du ministère. Et également, vous avez suivi la presse vous-même, nous venons de finir avec les Jeux universitaires que nous avons réintroduits, que nous allons organiser chaque année. Et c'est très important que dans le milieu universitaire scolaire, que le sport joue son rôle. Parce qu'on parle d'un esprit sain dans un corps sain. Tout va ensemble. Nous sommes en train d'élaborer la stratégie des ressources humaines et du référentiel des compétences avec un consultant qui est actuellement dans nos locaux. Également la stratégie d'informatisation et de modernisation de notre système éducatif. Nous avons du ministère de l'Enseignement supérieur. Et l'audit institutionnel et organisationnel du ministère de l'Enseignement supérieur aussi est en cours. Et nous avons mis en place, pour faciliter le dialogue avec, aussi bien à l'intérieur du système éducatif qu'avec l'extérieur du système éducatif, nous avons mis en place un mécanisme de plainte afin de faciliter ce dialogue-là. Et maintenant, en termes de partenariat, nous en avons signé beaucoup, que ce soit avec des universités en France, en Inde, aux États-Unis. D'ailleurs, une mission vient de rentrer de l'Inde, qui est partie dans ce cadre-là, avec le Maroc, la Chine également tout récemment, le Sénégal et bientôt d'autres pays, et aussi la Russie. En termes de perspective pour 2017, tout ce que nous avons commencé en 2016, nous allons le poursuivre en 2017, parce que c'est un processus. C'est un processus qui va continuer. Donc, on parlait de l'ANAC tout à l'heure en termes de gouvernance. Nous allons mettre cette autorité d'assurance qualité en place. Et nous allons également participer avec les autres ministères, je parle de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'enseignement préuniversitaire, à la première édition du Forum de l'étudiant guinéen. Et nous allons continuer à finaliser la biométrie et la bancarisation des étudiants. Pour la biométrie, je voulais vous dire quelque chose. En fait, il ne s'agit pas simplement de faire la biométrie et s'arrêter là. Notre objectif, c'est que chaque étudiant aura une carte bancaire. Et les bourses seront transférées sur ces cartes-là. Que ce soit les bourses d'entretien pour tous ceux dans le public, ou que ce soit les bourses d'études, ceux qui vont dans le privé. C'est-à-dire, une fois que le processus sera terminé, nous n'allons plus virer les fonds via le ministère des Finances dans les comptes des institutions publiques comme privées directement pour payer ces bourses-là, mais l'argent ira sur les cartes et c'est l'étudiant qui ira pour payer sa scolarité ou pour recevoir sa bourse d'entretien. Mais s'il n'est pas là, il ne pourra pas, parce qu'il faut mettre son doigt. Et c'est le doigt qui est le mot de passe. Donc quelqu'un qui n'est pas vivant, comme c'était le cas par le passé, ou quelqu'un qui est absent, ne pourra pas toucher l'argent, et également l'institution où est inscrit cet étudiant. Donc l'argent revient dans le budget de l'État. Donc ça nous permet de régler plusieurs questions à la fois. Les questions pédagogiques, mais les questions de gestion financière. Donc nous saurons où va exactement l'argent. Et ça nous permet aussi de suivre le cursus de l'étudiant. L'étudiant aura accès, comme je l'ai dit, avec l'étudiant des NTIC, à tout son cursus en ligne, même ses programmes de cours en ligne, et aussi l'accès à d'autres bibliothèques virtuelles grâce à ce système-là. Donc c'est un système intégré dans le cadre des NTIC. Nous allons poursuivre la construction des infrastructures
et également la formation et l'apprentissage. Et nous voulons transformer la faculté de médecine, odontostomatologie et pharmacie en école supérieure des sciences et techniques de la santé. Actuellement, il y a un groupe qui travaille et nous travaillons avec un bailleur de fonds, dont je ne vais pas citer le nom pour le moment, pour nous aider dans ce processus-là. Et également avec les Finlandais pour lesquels nous avons signé un accord de coopération pour nous aider à la formation des formateurs, mais également à faire un audit de notre système de formation en santé. Et nous allons introduire des programmes d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que l'étudiant soit capable non seulement de trouver du travail, que ce soit dans le public ou dans le privé, mais également être capable, selon certaines capacités, à créer sa propre entreprise. Nous allons, je ne vais pas en parler, mais comme c'est dans le document, de Mammoth Valley. Vous avez entendu parler de la Silicon Valley aux États-Unis. Ailleurs, on parle en Inde, c'est Bangalore. C'est la cité des sciences et des technologies. Nous voulons faire de même à Mammoth, à l'Institut supérieur de technologie, où nous avons une formation de qualité et les étudiants qui y sortent d'ailleurs sont très nombreux à avoir du travail. Il ne faut pas qu'on voit l'enseignement supérieur sous l'angle simplement négatif. Il y a du bon travail qui se fait. Nous avons des écoles de référence aujourd'hui qui font notre fierté. Je parle de l'Institut supérieur d'agriculture de Farana, qui est en relation avec l'Université de Purdue aux États-Unis et qui a aussi reçu des financements américains de l'USAID et qui a beaucoup amélioré ses infrastructures, mais la qualité aussi de sa formation. Et c'est classé parmi, au niveau de la Chine, parmi les 20 meilleures universités africaines, au niveau chinois. Et nous avons mis au point dans cette université une machine agricole qui est en train, la phase pilote continue, mais ça marche. Nous avons aussi identifié des variétés à haut rendement de riz à Farana. Et il y a beaucoup de travail qui se font pour améliorer l'agriculture dans notre pays. Vous avez aussi l'Institut supérieur vétérinaire de Mammoth, d'Alaba, qui aussi fait de la très bonne formation, une formation de qualité, et qui vient d'étendre ses activités au domaine de la pêche, notamment l'aquaculture et la recherche. Nous avons bien sûr l'Institut supérieur technique de Mammoth, mais également une école qui a fait ses preuves aujourd'hui en Guinée, l'Institut supérieur d'administration et gestion de Guinée, qui est à Dongo. Nous avons l'ISKEG. Nous avons un accord de coopération avec l'ISKEG du Maroc, qui est l'une des meilleures écoles marocaines. Et aujourd'hui, près de 80%, jusqu'à 90% des étudiants qui sortent de cette école ont du travail. Et nous avons aussi un accord avec Polytechnique France. Et je crois qu'en 2017, ils seront là pour sceller cet accord-là. Et nous sommes aussi engagés dans l'accompagnement de Conakry, capitale mondiale du livre. Les entreprises se plaignent qu'ils ne trouvent pas des travailleurs qualifiés. Et c'est vrai, ils font souvent venir de la main-d'œuvre étrangère. Mais pour la simple raison que notre système de formation ne répond pas à leurs besoins. Donc nous avons forcément travaillé avec eux. Nous avons commencé à discuter avec certaines entreprises dans le domaine de la logistique pour créer une filière logistique et transport à l'université. Parce que là, il y a un énorme besoin. En matière de mécanique aussi, quand vous allez dans les usines, nous avons très peu de techniciens qui sont en tout cas guinéens pour faire tourner ces machines dans ces usines. Donc nous allons renforcer aussi l'école polytechnique et également l'école des mines de Bokeh qui va être transformée en école d'excellence des mines pour toute la sous-région. Dans le cadre de la Mano River Union, la Guinée a été choisie comme centre d'excellence pour les mines. Donc l'école de Bokeh va servir à cela. D'ailleurs, nous avons fini les thèmes de référence et sur financement allemand de la GIZ, les études vont commencer, les études pour évaluer tous les besoins, tout ce qu'il faut faire. Les études vont commencer au mois de février, si Dieu le veut. Il y a aussi, nous avons discuté avec les banques. Les banques sont prêtes à nous aider à développer une filière d'excellence dans ce domaine.
parce qu'elles expriment un besoin réel. Et donc pendant les 3 ou 4 ans de formation, chaque année, il y a des mois de stage. Et à la fin de la formation, ces mois de stage cumulés permettent suffisamment d'engager l'étudiant qui sort en CDD au moins point de départ. Donc il y a tous ces programmes-là que nous avons en termes de perspective et nous pensons que le temps va nous permettre de le faire très rapidement. Et nous avons mis également en place un fonds de formation des femmes et filles, celles qui sont dans les universités, mais celles aussi qui sont dans notre département. À peu près 15 femmes maintenant, ou filles, qui bénéficient de ces bourses-là. Et très prochainement, nous allons remettre le prix d'excellence aux femmes parce que nous voulons que les femmes jouent un rôle fondamental en matière d'éducation. Elles sont beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus conscientes que les hommes. Et ça, c'est la réalité. J'aurais aimé que ce soit le contraire. Et un programme que nous voulons développer, qui est très important pour nous. Vous savez, très souvent, quand les jeunes vont chercher du travail, on leur dit qu'ils n'ont pas d'expérience professionnelle. Et c'est vrai. L'entrepreneur, le privé, a une logique que nous devons comprendre. Et c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Donc, nous voulons mettre en place un programme qu'on appelle militaro-civique. Il y a aussi la question de l'alphabétisation. Heureusement, mon collègue de l'enseignement préuniversitaire a lancé ce programme d'alphabétisation qui est très important. Il y a d'autres programmes aussi d'appui aux collectivités locales. Ceux qui ont fait par exemple comptabilité ou économie peuvent aller dans les CRD, appuyer ces collectivités à mieux gérer leurs ressources.